Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien et que je suis bien audible. Je tiens à vous remercier pour votre participation au webinaire de ce soir, où j'ai l'honneur de recevoir Monsieur Richard Soumouni, avec qui nous allons parler sur le développement des projets logiciels. En gros, la gestion d'un projet logiciel, de l'idée au développement jusqu'au lancement même et jusqu'à la maintenance sur le long terme d'un projet logiciel ou application. Alors, sans plus tarder, je vais déjà saluer Monsieur Richard. Bonsoir, Monsieur Richard. Vous pouvez activer votre micro, Monsieur Richard. Oui, bonsoir Clerc. Comment allez-vous ce soir? Je vais très bien, merci. Bon, j'ai mon café à côté ici. Ça va. C'est une bonne chose, ça. Mm. Euh, Sans plus tarder, nous allons démarrer, mais avant d'aller plus loin, j'aimerais que vous puissiez vous présenter. C'est qui Monsieur Richard Soumouni? Quel est son parcours qui va nous impacter ce soir? Ok, merci beaucoup Clerc. Merci encore une fois pour ces cafés des entrepreneurs que tu continues à organiser et qui effectivement portent ses fruits. On est tous témoins de l'impact direct d'ailleurs que les cafés des entrepreneurs est en train d'apporter aux entrepreneurs et particulièrement à ceux qui sont dans les digitales et des domaines contours et qui suivent et qui sont toujours à l'écoute de ces webinaires. Alors, moi, je suis Richard Soumouni, donc le nom complet, c'est Soumouni Bin Kivira Richard. Je suis informaticien des formations avec une connotation sur l'informatique des gestions. Alors, je vais me présenter sur 4 niveaux, diplôme, compétences, carrière et projet. Donc, j'ai un diplôme en génie logiciel dans les systèmes informatiques. Et puis, je détiens un master en méthodes informatiques appliquées à la gestion des entreprises. Et je suis en train de poursuivre un MBA, donc un Master of Business Administration en planification stratégique. Alors, ça concerne les diplômes. Donc, les compétences, je détiens des compétences en développement de logiciels, départ ma formation des bases. En gestion des projets, j'ai des compétences dans la logistique opérationnelle et analytique, ce qui concerne la chaîne d'approvisionnement de bout en bout, particulièrement selon les réglementations du commerce extérieur de la RDC. J'ai des compétences en analyse des données suffisamment, en planification, et puis je détiens des connaissances dans l'économie, dans le domaine des banques et finances, où je me documente principalement, en tout cas beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, ma carrière a commencé dans la consultance, donc j'ai été consultant pendant un bon bout de temps avant d'intégrer le monde de l'emploi. Donc, je suis entré dans le secteur des mines, mais dans la consultance, c'était beaucoup plus dans les banques. Après, quand j'ai intégré l'emploi en full-time, c'est-à-dire voilà, l'emploi réel en full-time, c'était dans les groupes ERG, où j'ai été dans l'entreprise Congo Cobalt Corporation. Et après, je suis parti à Boss Mining et puis je suis parti à Metalco. Donc, j'ai sillonné un peu dans les entreprises minières comme ça. Et c'est-à-dire qu'au moment où je détiens l'emploi en temps réel, j'investis dans les nouvelles technologies. Donc, je suis, c'est ma casquette entrepreneur où j'ai l'entreprise Umr Africa qui a été créée en 2017 et qui est entrée en opération depuis 2022. Voilà. Alors, par rapport au projet, donc, j'ai eu à travailler, pour ne pas lister les projets, je vais juste lister les domaines. Dans l'éducation, où j'ai travaillé avec l'école belge localement, avec une école d'Elicacy. J'ai également travaillé avec une école d'écologie, bon, avec ESIS aussi. Depuis, je travaille avec les ONG internationales, donc notamment Miseror, et puis dans les banques, la finance et les ressources humaines, avec la BIAC, avec Boss Mining, avec l'entreprise Benko. Dans les mines et la logistique, c'était principalement dans le domaine des taxes et gestion des risques. Et puis le projet, j'ai travaillé avec la GECAMINE aussi, dans le partenariat public-privé avec les ministères des personnes vivant avec handicap
avec le gouvernement provincial de Kisangani. À l'époque, c'était à la province orientale, c'est déjà découpé aujourd'hui. Et puis avec la FECOFA à Kinshasa, j'ai travaillé aussi dans le domaine de la santé. Donc, et ça a été dans les différentes villes du pays et en dehors du pays également. Donc, voilà, à ce niveau-là, ce que vous pouvez comprendre de Richard Soumouni. Et aujourd'hui, je me présente devant vous pour échanger sur ce sujet. Je sais que ça a été un peu long pour que Claire mette la main sur moi, mais là, je suis là pour une séance d'échange particulièrement. Merci beaucoup, Monsieur Richard. Évidemment, ça m'a pris presque 3 mois pour vous avoir. Vous n'étiez pas facile à avoir et je Oui. tiens à vous remercier pour l'intérêt que vous avez envers le Café des entrepreneurs, qui justement a comme objectif d'aider les entrepreneurs sur différents aspects de leur vie quotidienne. Sans plus tarder, je vais rentrer dans le vif du sujet de notre webinaire qui est du concept de succès, guide pratique pour gérer un projet d'application de logiciel jusqu'à en faire un projet lucratif. Parlons du départ qui est une idée. Comment, selon vous, on peut valider une idée d'application de logiciel avant de se lancer, que ce soit dans le développement même, dans la constitution des équipes? Comment on peut partir d'abord de la validation de son idée avant de se lancer? OK, merci. Là, je pense que je dois un peu cadrer l'environnement, c'est-à-dire le profil des gens pour qui je vais donner des astuces, des insights. Alors, je pense que je vais découper en deux. Donc, je vais parler dans le sens à donner des astuces pour les développeurs consultants, c'est-à-dire quelqu'un qui est indépendant, donc qui agit en solo, on l'appelle, et puis il fait un logiciel, il développe et puis il livre auprès d'un client, il peut livrer pour une entreprise, tout comme il peut livrer à un particulier, c'est-à-dire j'ai un logiciel, il y a eu le besoin de développer un logiciel de gestion des stocks pour un vieux du quartier et je lui développe le logiciel de gestion des stocks et je vais les lui livrer. Alors, il y a des développeurs entrepreneurs, c'est-à-dire que j'ai une équipe autour et nous développons ensemble. Nous allons livrer pour une entreprise où il y a un client particulier ou nous avons une solution que nous pensons mettre en place pour une consommation grand public. Alors, le point de départ, c'est même moi, j'avais beaucoup de soucis au départ, juste pour partir et puis réorienter les choses, jusqu'à ce que je me suis donné des guidelines. Je peux appeler comme moi, j'avais fait un triangle. En fait, c'est après beaucoup d'années de voir le marché, comment il évolue, les différents challenges. Je pense qu'on va y revenir. Je suis rentré au niveau où je me suis tracé un triangle et je me dis, voilà, chaque projet qui va arriver, s'il ne valide pas les 3 critères de mon triangle, je n'y travaille pas. Et ça, c'est beaucoup plus dans le B2C. Parce que dans le B2B, souvent, le besoin, il vient du client. C'est-à-dire que les clients ont le besoin, le besoin est clair et puis vous les transformez en solution applicative. Et après, ou bien après les discussions, visites dans une entreprise, vous pouvez échanger jusqu'à arriver à déclencher un besoin chez les clients et il les prend. Ça, là, vous êtes beaucoup plus dans le B2C, dans le B2B. Mais quand vous pensez solution grand public, c'est-à-dire vous voulez avoir votre projet que vous allez mettre sur le marché et que le projet doit être consommé par le grand public, par les utilisateurs pour qu'il soit commercialisé, valide et vous rapporter du revenu parce que vous êtes là pour ça. Mon triangle, vous m'excuserez un peu certains concepts que j'avais chopés d'autres domaines pour les ramener dans mon triangle. C'est-à-dire qu'à un point, je me suis dit, je vais m'orienter dans le B2C. Pourquoi? Parce que selon les challenges localement, le B2B était lourd pour faire décoller une entreprise. Vous savez combien de temps ça prend pour qu'une entreprise vous paye déjà. Ça, c'est mon expérience en moi. Et puis, quand vous avez une équipe autour où vous êtes freelancer vous-même, l'argent que les clients X vous a versé, vous avez développé son projet, durant ces projets-là, vous avez consommé tout cet argent.
Les temps d'avoir un autre projet, le client, il paye, c'est vrai, le mien, il payait très bien. Mais après, vous tournez avec cet argent, c'est-à-dire vous le récupérez, vous l'injectez dans vos propres dépenses, vous devez payer un loyer, vous devez manger, vous devez vous déplacer. Parfois, l'argent arrivait même à finir avant que le projet lui-même ne se termine. Alors, vous vous battez pour terminer le projet, vous le livrez, OK, et vous passez 2 à 3 mois avant un nouveau projet. Et là, c'était un couac. C'est comme ça que je me suis dit, OK, je me oriente d'abord dans le B2C, principalement. Ça, c'était le premier critère. Le deuxième, sur les triangles, ce projet-là, qui est B2C, qui s'oriente vers un grand public, c'est-à-dire les consommateurs, il doit être transatlantique. C'est comme ça que je me suis dit, vous m'excuserez de ces concepts. Le concept des transatlantiques parle beaucoup plus des moi, c'est que j'ai appelé un projet transatlantique, c'est-à-dire que je développe une solution qui va être consommée par les Congolais, par les Camerounais, par les Européens, par les Américains. C'est-à-dire qu'une fois qu'il est déployé, il sait être consommé par tout le monde. Donc, c'est ça ce que j'appelle une solution transatlantique. C'est-à-dire que je mets en place ma solution et que j'arrive à la commercialiser n'importe où, partout dans le monde, les gens peuvent consommer ma solution. Après, le troisième côté de mon triangle, il fallait que le projet soit transférable ou vendable. C'est-à-dire que je suis Monsieur X et j'ai développé mon projet jusqu'à tel niveau, ou bien je suis même arrivé à passer live, c'est-à-dire je fais le go live, je l'ai commercialisé, et une entreprise comme Vodacom vient me voir, me dit, est-ce qu'on ne peut pas t'acheter ton produit? Et voilà, on discute sur tout ce qui est chiffres et j'arrive à les vendre. Donc, ce sont ces trois critères-là, comme s'il faut parler d'idées de base, comment arriver à valider un projet. Donc, je me suis posé un triangle et que chaque fois que j'ai une idée de projet, vraiment une idée, je me dis, voilà, je vais faire tel projet qui pourra faire ceci, cela, je les teste dans mon triangle. Dès qu'il valide mon triangle directement, je peux mettre les équipes autour et développer le projet. Voilà. Merci beaucoup. Nous allons rester justement sur l'approche développeur-entrepreneur. Pour les consultants, je ne pense pas qu'ils ont besoin au moins en cas de force majeure, pour réunir une équipe. Nous allons parler de ces entrepreneurs qui doivent normalement réunir une équipe pour justement le développement du projet et son avancement. Alors la question est, quelles sont les meilleures pratiques pour constituer et gérer une équipe de développement? Je vais reprendre un peu la question que je me suis dit très bien. Oui, je disais, quelles sont les meilleures pratiques pour constituer et gérer une équipe de développement? OK. Moi, ce que je conseillerais comme meilleure pratique, premièrement, c'est d'abord l'entrepreneur, le développeur entrepreneur lui-même, il doit être un headhunter. Le headhunter, c'est celui qu'on appelle le chasseur des têtes. C'est-à-dire que je peux être le soir chez moi, dans ma chambre. On est tous sur les réseaux sociaux, à gauche, à droite, et principalement, selon nos besoins, c'est LinkedIn qui est le principal. Même si on peut trouver sur d'autres réseaux sociaux, effectivement, le contenu peut être toujours intéressant. Mais en tant qu'entrepreneur, quand je scroll sur LinkedIn, je peux déjà me donner quelques idées de certains gars. C'est vrai, quelqu'un peut trop publier pour ne pas avoir du concret, mais déjà, je peux avoir certains noms qui me passent par la tête ou certains profils et chercher peut-être à consulter des portfolios des gens, ceux qui ont l'avantage d'être physiquement, par exemple, dans les universités, c'est déjà ciblé, connaître un peu les talents de chacun, la capacité, la petite expérience. L'expérience, on n'en a pas seulement après la sortie des études, les projets, nous faisons par exemple chez Home Africa, on le mentionne même dans nos offres que les projets d'étudiants comptent comme expérience déjà chez nous. Parce que nous supposons que nous ne sommes pas en face des étudiants traditionnels qui viennent et qui font leurs cours TP, TD et puis ils terminent l'année académique, ils montent des promotions. Nous pensons beaucoup plus à des étudiants actifs qui s'intéressent dans
dans leur domaine, qui participent, qui sont dans des clubs, qui sont dans des mouvements d'étudiants, effectivement, des mouvements positifs. Je ne parle pas des mouvements quand il faut soulever les pierres. Donc, et ce sont ces profils-là qui peuvent être dans la tête. Alors, arriver à la gestion des talents, des équipes, moi, je pratique, c'est que, je ne sais pas si vous connaissez John Maxwell, c'est un coach en leadership de niveau pointu. Je pratique ce que lui appelle the 5 levels of leadership, donc le 5 niveaux de leadership. Si vous pouvez vous procurer son livre, c'est très, très important. Et principalement, si j'avais les liens, je pouvais le partager dans les chats. J'avais beaucoup plus suivi son intervention quand il faisait une conférence à une banque de Koweït où il parlait devant les jeunes entrepreneurs. Alors, parmi ces 5 niveaux, il y a quelque part où il dit que, et ça, c'est ce que moi je pratique. Donc, vous détenez des compétences et vous cherchez des gens autour. La première chose, vous leur montrez ce que vous voulez réellement et quel est votre mode de travail. Comme ça, en ce moment-là, ils peuvent travailler avec vous si ce sont les compétences principalement que vous détenez. Par exemple, vous êtes développeur, vous recrutez un autre développeur. Donc, vous faites le premier pas avec lui et puis après, vous les supervisez quand quand lui travaille. Après, maintenant, il peut avancer. Comme ça, s'il y a un autre développeur qui arrive, vous faites la même tour. Vous faites la même chose. C'est comme ça que vous pouvez arriver à consolider une équipe de talents autour et arriver à piloter les projets principalement. Mais il y a quelque chose sur quoi moi je vérifie trop parce que ce sont ces capacités-là que surtout au début qu'on n'a pas. C'est-à-dire, pour moi, un bon développeur, donc c'est-à-dire qu'il il détient en fait pas un parcours solide, peut-être parce que les niveaux sont différents, mais je peux arriver, au fait, en termes techniques, à coopérer pour l'avancement du projet. Donc, il va falloir qu'il y ait cet aspect de coopération en termes de collaboration et des passations des étapes pour que le projet puisse avancer. Ok, merci beaucoup, monsieur Richard. De façon générale, maintenant, sur un projet B2C ou B2B, pourriez-vous nous dire quelles sont les compétences essentielles qu'il faut réunir, outre les développeurs? Quelles sont les autres compétences ou postes à réunir? Voilà, moi j'apprécie le fait que voilà, tu précises outre les développeurs, outre les compétences de développement. D'abord, il faut rester dans l'équipe de développement. Pour moi, un bon développeur, c'est celui qui est capable de traduire l'expression des besoins en une fonctionnalité applicative. C'est-à-dire que nous pouvons être dans une réunion, nous sommes en train d'échanger et les gens, et ils prennent note. Alors, en prenant les notes, on peut prendre ces expressions-là, comment les traduire en fonctionnalité applicative. Ça, c'est une compétence clé qu'il faut détenir dans une équipe. Et puis après, c'est la capacité à finir le projet. Ça, c'est un très grand problème. On avait fait une fois une analyse avec un des développeurs, un ancien d'Isis, d'ailleurs, qui évolue à Kinshasa. On s'est rendu compte que les développeurs à Lubumbashi sont bons. Ils sont vraiment techniquement très bons par rapport aux développeurs à Kinshasa. Mais quand vous confiez un projet à un développeur à Kinshasa, il va le finir. Même s'il dudouille un peu, il copie des codes à gauche, à droite, mais il va le finir et il va vous les rendre. Mais un développeur à Lubumbashi, on a remarqué que l'expérience était que voilà, un temps il disparaît, il revient, il est sur autre chose. Donc, vous sentez que vraiment, il a difficile à finaliser le projet. Donc, cette capacité-là, parce que ça, peut-être c'est naturel, moi je l'ai expérimenté aussi. Vous commencez, vous avez toute l'énergie, vous évoluez à un temps, les doutes entrent, d'autres challenges, parfois aussi, voilà, d'autres projets arrivent. Et ça fait que, bon, ils, ils arrivent de comprendre que, bon, et là, sorry, je me perdais un peu avec la question qui est entrée dans les chats, je pense que je vais revenir. Donc, cette capacité-là à finaliser le projet, moi, c'est ce que je cherche chez un développeur qui doit intégrer l'équipe.
Donc, ce sont là les aspects que j'explore. Oui, pour ne pas perdre le fil des idées, on peut directement reprendre la question de M. Rudy qui demande sur quelle base pensez une minute, je revois. Sur quelle base pensez-vous que les développeurs de Lubumbashi sont meilleurs, les meilleurs de la RDC? Ben, je pense que selon ce que vous avez dit, ils sont bons techniquement, mais seulement ils ne savent pas finir un projet. Oui, je vais d'ailleurs préciser mon propos. Donc, je disais qu'on était sur un échange avec un ami, quoi, un développeur. Donc, il y a pas un aspect scientifique où on a pris les données et on est tombé sur des conclusions. C'était comme une observation à deux personnes d'ailleurs, ce qui est minimum comme avis. Mais le but était de comprendre, selon l'expérience que nous deux avions, de comprendre qu'à Lubumbashi, oui, les développeurs. Donc, on comparait les deux villes. On ne disait pas que les développeurs de Lubumbashi étaient les meilleurs de la RDC. Non, non. Donc, on parlait beaucoup plus sur l'aspect à finir un projet. Et c'est comme ça qu'on s'était rendu compte que le développeur de Lubumbashi, quand vous lui confiez un projet, il est bon quand vous entrez dans son code, sa structure, tout ça. Mais un temps, il peut disparaître. Un temps, voilà, vous l'appelez, il est dans les rouges, des deadlines, tout ça, pendant que selon l'expérience d'avoir travaillé avec les développeurs Akin, ils vont faire vite, ils vont respecter un tout petit peu le deadline, ils vous reviennent, ils vous posent des questions, s'il faut aller voir les clients, ils planifient bien, ils vont parler avec les clients. Bon, vous savez, naturellement, les Quinois est extraverti que le Louchois, qui est le contraire dans l'aspect humain. Donc, il va voir les clients, il va lui parler, il va prendre des notes et il te fait un rapport. Alors, Lubumbashi, l'expérience que nous avions, nous deux, c'est ce qui avait conduit à cette observation, qui n'est pas une conclusion jusque-là, parce qu'on ne peut pas conclure à deux sur un sujet aussi vaste qui demande des données peut-être scientifiques et parfois une observation beaucoup plus précise. Merci beaucoup, Monsieur Richard. Mais pour revenir à la question, à part les développeurs, on a besoin de qui d'autre sur un projet d'application de logiciel? Monsieur Richard, vous êtes là? Oui, je suis là, sorry, la connexion a chuté. Oui, je suis en train de dire, pour revenir à la question, à part les développeurs, sur tout le projet, on a besoin de qui d'autre? Là, j'aborde pour un entrepreneur, donc vous le savez, pour tout le projet, parce que qu'est-ce que moi j'ai comme philosophie, bien comment j'organise les choses. Donc les développeurs, ils sont là, ils constituent ce que moi j'appelle mon équipe d'opération, parce que nous sommes dans l'industrie logicielle, donc c'est vraiment comme, c'est-à-dire que si on était dans une mine, c'était les opérationnels, donc c'est l'équipe des opérations, c'est eux qui font tout pour que, voilà, c'est vraiment eux qui font tourner la machine. Alors, pour une startup informatique, donc c'est eux le cœur, parce que c'est eux qui produisent des solutions. Ça peut être que voilà, vous êtes développeur, mais vous pouvez être beaucoup plus dans le design. Donc, vous verrez que c'est votre designer graphique, designer vidéo, qui construit les équipes des opérations. Après, selon que vous évoluez, là, je suppose que vous êtes développeur entrepreneur, vous travaillez sur un projet et la première équipe que vous allez réunir, ce sont des techniciens. Donc, c'est cette équipe de IT qui va construire vos opérations. Après, maintenant, il faut passer à l'étape de commercialisation. La commercialisation, c'est l'étape où votre projet doit passer live. On a des profils différents qu'on peut avoir à part des techniciens développeurs, par exemple. Vous pouvez vous faire accompagner par un gestionnaire de projet. Naturellement, moi, je prends souvent les leads, donc je fais du project manager, les PM. Après, dans la phase de go live, avant même le go live, peut-être un mois avant, vous intégrez un commercial. C'est avec les commerciaux que vous travaillez maintenant sur les stratégies commerciales, les marketing, et, et à qui vous allez maintenant confier le projet pour évaluer en fait ses performances, les objectifs. Donc, et
jusqu'à continuer. Bon, s'il faut aller maintenant plus loin, vous aurez besoin d'un comptable. Si vous êtes encore petit, si vous grandissez, c'est tout un financier. Il y a la question de fiscalité à côté, et ainsi de suite. Merci beaucoup, monsieur Richard. Nous allons maintenant passer à l'aspect technique, beaucoup plus pour les développeurs qui nous écoutent. Selon vous, quels sont les critères essentiels pour choisir une technologie ou une plateforme de développement? Question des critères, ça peut partir par exemple des exigences du client. Donc là, je parle de quelqu'un qui doit livrer un logiciel en entreprise. Donc l'étape où les clients est en train de s'exprimer, donc il est en train de vous donner son besoin réel pour lui apporter une solution informatique, vous pouvez directement détecter quelle est la technologie. C'est-à-dire que je peux écouter un client et qui dit que voilà, par exemple, je voudrais que si je suis à Dubaï, je peux voir les stocks de ma boutique, et ainsi de suite. Comprenez que voilà, vous pouvez aller dans le web, ou bien vous pouvez faire une petite application et puis lui connecter, faire une API au milieu pour qu'il se connecte juste pour le reporting. Donc, dans l'expression du client, vous pouvez arriver à voir en fait le choix des technologies. Moi, je travaille avec quelqu'un, par exemple, il vous dit, voilà, lui, il a des agents sur les terrains. Et quand il a les agents sur les terrains, il voulait une plateforme pour collecter les données. On devait lui faire quelque chose du web, et puis parce que voilà, on déploie sur le cloud, sur nos serveurs, et puis il accède ces sont visualisés de son côté dans son bureau. Mais après, il précise, il dit, bah, s'il n'y a pas la connexion Internet, parce qu'il a des gens du côté Aru, là-bas, Kibali, Gold, au fin fond, et ces gens-là, parfois, ils n'ont pas Internet, ils doivent rentrer en ville, au bureau, pour se connecter. Et là, on a vu en équipe, parce qu'il faut bidouiller une possibilité de travailler avec MySQL offline. On s'est dit, bon, on ne va pas se casser la tête. On lui fait alors une version Android qui va déployer. On lui a posé la question, est-ce qu'il était capable d'acheter des tablettes, bien des téléphones pour ses agents? Il dit, oui, oui, je n'ai pas de problème pour ça. Alors, ça a en fait validé notre orientation. Donc, on lui a fait une application mobile pour ses agents de terrain et puis l'interface web est restée pour le reporting pour lui, en fait. Donc, c'est cet aspect-là. Le deuxième, c'est se conformer aussi à l'architecture présente. Là, je parle beaucoup plus pour le B2B. Donc, si vous livrez dans une entreprise, vous pouvez vous conformer à l'architecture déjà existante qui peut être aussi exigée. L'exemple, si vous venez par exemple à ARG Africa, ils sont totalement Microsoft. Et on a eu quelqu'un qui a eu des soucis pour déployer juste MySQL parce qu'il fallait remonter le niveau d'approbation jusqu'en haut au niveau de la décision de IT du groupe et ça a été compliqué. Donc, l'architecture du client peut aussi vous orienter. Si je sais qu'ils sont Microsoft, je peux aussi orienter ma solution logicielle pour qu'elle puisse s'adapter. Donc, de la même façon, s'il y a l'IT, par exemple, en interne, je peux lui demander la version qu'ils utilisent. J'ai une expérience, par exemple, je viens avec une solution finie, mais quand on veut déployer, ils avaient SQL Server 2008 et moi, j'avais travaillé avec 2016, si j'ai bonne mémoire. Donc, il y avait eu des problèmes graves d'incompatibilité. Je ne vais pas non plus rentrer chez eux, ou bien eux, ils étaient incapables parce que les développeurs étaient partis déjà pour ramener leur application 2008 vers la version récente. Donc, alors, s'il faut parler de ceux qui développent des projets grand public, bon, là, je pense que c'est très simple, c'est vérifier un peu la robustesse des applications, des plateformes d'architecture à mettre en place. Il y a l'aspect que je vais souligner pour atterrir avec cette question, c'est l'aspect de sécurité. Donc, il va falloir que les technologies ou bien les plateformes qui sont choisies par l'équipe il faut vérifier vraiment les robustesses par rapport à la question de la sécurité, parce que, méfiez-vous, nous sommes maintenant des targets des hacking. Il y a 10 ans, il y a 5 ans, voilà, on s'en foutait parce qu'effectivement, quand les hackers y passaient, il n'y avait rien qu'ils devaient voir. Donc, aujourd'hui, l'Afrique est en train d'être
dans les targets des hackers. C'est pourquoi des solutions, il faut aussi prendre en compte la question, c'est-à-dire l'architecture, la technologie, la technologie, cette plateforme ou bien ou bien le framework derrière pour valider le choix. Merci beaucoup, monsieur Richard. Nous allons maintenant passer au modèle économique ou la tarification des logiciels. Pourriez-vous nous dire comment définir un modèle viable pour une application ou un logiciel, un modèle économique viable pour une application et un logiciel? Alors, désolé, ma connexion avait chuté un peu. Je peux reprendre, s'il te plaît? Oui, je le disais, comment on peut définir un modèle économique viable pour une application ou un logiciel? Ok, donc là, je me situe sur une difficulté. Je ne sais pas si on peut avancer sur quel profil de développeur entrepreneur ou de développeur qui Développeur livre pour entrepreneur, beaucoup les plus entreprises. pour des projets, pas pour un projet sur mesure, mais beaucoup plus des projets Mhm. B2C ou B2B avec plusieurs utilisateurs. Avec plusieurs utilisateurs, oui. Et la question était précisément de savoir Oui, si, de savoir comment définir un modèle économique viable pour ce type d'application. oui, je pense que le modèle économique viable, en ce qui me concerne, il dépend principalement des consommateurs. Donc, je pense avoir précisé une fois dans une des conférences aussi. Donc, si vous vous souvenez très bien, le premier chapitre du cours d'économie politique que nous avons prescrit en première année parlait de la théorie des consommateurs. Donc, c'est de comprendre le consommateur pour savoir que, je pense qu'on va en parler, que quand je mets en place cette solution, à la fois, quel que soit B2B ou B2C, est-ce que sa manière de comprendre, d'évoluer, de consommer les applications peut me permettre à ce que je mette en place un style de monétisation qui va permettre à ce que mon modèle économique puisse y aller. Donc, je peux mettre une solution qui, au départ, est labellisée gratuite. On en a tous l'expérience, mais qu'après, derrière ça, j'ai du sponsoring. J'ai non seulement du sponsoring, j'ai également j'ai de la publicité, par exemple, ou bien j'ai ce qu'on appelle principalement chez nous, comment on appelle ça? Il y a une participation d'une entreprise ou bien de l'État, au fait, qui arrive le mot comptable m'échappe, donc il arrive en fait à atténuer mon coût de développement, oui, mon coût opérationnel. Donc, c'est d'abord par rapport au milieu, comme on pense localement pour nous étendre. Donc, moi, je pense que si la question serait précise, par exemple, sur un plan local, c'est de savoir que la solution que je mets en place, le modèle économique, il va s'aligner par rapport au comportement des consommateurs localement. Et puis après, quand je vais me déployer, il pourra aller de manière scalable économiquement, c'est-à-dire je peux commencer par ces prix. Une fois que j'ai une entrée à partir de tel stade, on voit ça même pour les gens qui font les jeux. Donc, à telle étape, je bloque pour passer à l'étape 8, vous payez. Donc, il y a plusieurs stratégies. Si on serait sur un projet un peu plus concret, on pourrait en débattre davantage. Mais le point de départ, c'est d'abord celui-là. C'est d'abord quel est le comportement du consommateur pour que quand j'arrive à le comprendre dans le minimum possible, je fais un test. Et surtout comprenez que quand vous passez Go Live, c'est là que le marché répond. Souvent, quand on est en phase de développement, on fait, on fait notre planification. Moi, je suis souvent trop à l'aise dans ces histoires. Donc, vous faites votre planification stratégique, vous avez un plan commercial, vous avez un plan marketing qui sont les deux piliers qui arrivent à supporter votre plan stratégique dans l'ensemble. Mais quand vous passez Go Live, le marché répond autrement. Donc, c'est quand le marché répond maintenant que s'il répond tel que vous l'avez planifié, voilà, c'est comme un pilote. Dès qu'il décolle, tous les paramètres, voilà, il peut partir. Mais si le marché répond autrement, vous réorientez votre stratégie de manière à rester adapté à cette réponse du marché. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Richard. Revenons au développeur consultant avec une question
comment un consultant ou un développeur indépendant peut définir un prix pour une prestation de service de développement. Aujourd'hui, j'ai vu un débat au sein de la communauté de développeurs à Lubumbashi où il y a certains qui se plaignent de la politique de dumping appliquée par les autres qui donnent des prix assez bas pour gagner des marchés et d'autres qui donnent des prix exacts ou beaucoup plus hauts pour justement, avec l'idée de valider ou de valoriser le métier de développeur. Ben, selon vous, comment un développeur peut fixer un prix pour une prestation de service? Monsieur Richard? Sur les limites. Oui, oui, je suis là. Je peux peut-être t'embêter un peu de répondre la question. D'accord, je disais, comment définir Mhm. un prix pour une prestation de service en tant que développeur? OK. En tant que développeur, celui-là, c'est vraiment un grand challenge. Et il faut avouer quand même qu'il faut un bon bout de temps pour arriver à être un peu plus flexible, bien précis dans le développement des applications, dans la fixation des prix, je veux dire. Au tout début, ces erreurs-là, on les avait tous commises. C'est-à-dire que voilà, vous arrivez à un moment, vous donnez les prix après que le client ait expliqué son besoin, vous donnez les prix et voilà, il part. C'est-à-dire, il trouve que c'est trop. De la même façon, vous arrivez aussi quelque part, vous donnez votre prix, les clients aussi partent parce qu'ils trouvent que c'est trop bas par rapport à ce qu'il attendait. Donc, en prenant un tout petit peu de temps, c'est-à-dire de l'expérience, on arrive tout de même à se situer et avoir une moyenne. Alors, ceux qui sont au début ou bien qui sont dans les premières expériences, je veux dire, c'est effectivement ces partages d'expériences qui peuvent aussi arriver à leur donner un peu plus de précision sur. Alors, certains aspects ou bien certaines références sont que déjà, chacun sait comment il se vend. Donc, il y a d'abord cet aspect de savoir comment je me vends pour que je puisse valoriser. La valorisation, en fait, de mes talents, de mes compétences n'est pas synonyme de mettre un prix aussi exorbitant. Donc, si vous rentrez dans le monde commercial, par exemple, pour les entreprises brassicoles, la bouteille de Fanta qui est vendue au coin de l'avenue, elle coûte 2000 francs. Cette même bouteille, si vous allez, par exemple, à Oliboum, elle coûte peut-être 10 000 francs. Si vous allez à Caravia ou bien à Novotel, elle va arriver jusqu'à 5 dollars. Donc, c'est la même bouteille produite par Brassimba, toujours, dans le même emballage, dans le même process, mais qui change des prix selon l'environnement où la bouteille se trouve. Alors ça comprend qu'en matière commerciale, il y a des paramètres qui entrent en compte pour définir un prix. C'est-à-dire, si je suis devant un client précis et avec un type d'application bien connu, donc je peux déjà avoir un référentiel. Je sais que quand je développe une application de gestion des stocks pour une alimentation et que cette alimentation, je la considère comme une PME, c'est-à-dire les moyennes entreprises, je peux déjà fixer ces tarifs ici. Alors, il y a un autre aspect pour la fixation des prix qui peut, là, je parlais d'abord du profil du client. C'est-à-dire que si je vais dans une entreprise minière, le prix, il va monter, même ça va être toujours une application de gestion pour les stocks des marchandises. Là, c'est une entreprise minière et nous pouvons discuter sur plusieurs aspects. Pourquoi? Parce que je vais prendre en compte le fait que je développe pour une entreprise, je vais avoir une responsabilité peut-être en service level agreement, je vais avoir une responsabilité sur la non-fuite des données en interne. Et après la distance, je vais déplacer peut-être une équipe et moi-même commencer à faire des va-et-vient. Donc, ces transports-là, ça va être un coût inclus. Alors, au niveau où je peux prendre l'aspect de voir, là j'étais sur le profil du client, mais je peux aussi vérifier sur le profil, sur les types d'applications. C'est-à-dire, j'arrive à catégoriser. Je suis sur un service, par exemple, de conception d'un site Internet le site Internet est un site vitrine, un site de présentation, un site avec des fonctionnalités. Derrière, un site qui manipule des données qu'il faut ajouter, qu'il faut déployer peut-être pas en mode partagé, mais sur un serveur privé. Donc,
tout ça va commencer à impacter les coûts des prix. Et au finish, après l'expérience, on a en fait des précisions sur certains prix et on arrive à donner particulièrement. Je sais que depuis un temps, quand je donne un prix, il ne fait plus grand débat parce que je le monitore et les clients lui-même. Il y a aussi l'aspect que j'allais peut-être oublier, c'est la nature des clients aussi. Il y a les clients, on lui a juste parlé, par exemple, pour sa boutique, il lui faut une application et il ne sait pas, bon. En fait, il n'y comprend pas grand-chose ni l'importance. C'est comme ça que quand vous lui donnez les prix, il se fâche directement. Donc, c'est sa nature parce qu'il n'est pas trop digital. Voilà, il sait pas, il a peut-être vu après un voyage en Europe, il a vu comment les choses se passent et il vient te dire, est-ce que tu peux pas me faire aussi quelque chose de comme ça? Quand tu donnes les prix, il est surpris, il dit oui. Après, il y a les autres qui disent, oh, je peux télécharger ça sur Internet et à $100 ou $400, je l'aurai. Il peut te demande $2000 pour ça. Donc, il y a ça, l'éducation aussi des clients, c'est lui qui va commander le logiciel lui-même. Donc, c'est aussi un aspect à prendre en compte. Oui. Mais après, donc, je peux profiter. Donc, c'est que nous pensons en tant que Umri Africa, on en parlera peut-être à la fin, c'est de travailler avec différents collaborateurs, c'est-à-dire les développeurs dans différentes villes, pour arriver à produire un référentiel. Donc, il n'est pas, au fait, quelque part, quelqu'un l'a appelé un annuaire des prix. Non, non, non. C'est un référentiel selon que plusieurs développeurs vont devoir participer. Et comme ça, on peut au moins arriver à comprendre comment c'est fixé. Parce que la même application que vous pouvez développer pour $500, quelqu'un d'autre l'a fait valider pour 2000, 4000, $5000. Donc, vous voyez un peu ce que ça peut faire ça, et ce que ça peut traduire derrière. Surtout, la concurrence chez nous, elle est derrière, surtout ceux qui font le B2B, parce qu'il y a des solutions qui sont proposées, et quand ça vient de l'extérieur, ça coûte tellement cher, et que vous dites, mais comment on peut payer? Moi, on m'a soufflé qu'il y a une application dans une entreprise, l'entreprise paye $10 000 par mois pour une application mobile de tracking développée par une petite boîte en Afrique du Sud. Donc, ça fait quand même un peu mal que quand vous voyez les fonctionnalités des bases, même un étudiant bien assidu, voilà, il peut arriver à produire. Bon, ça, c'est pas les débats, parce qu'après, le commercial, c'est une autre question. Mais je pense que dans ces aspects, c'est arriver beaucoup plus à préciser c'est comment les choses doivent tourner et après avoir des éléments beaucoup plus précis, surtout sur la fixation des prix. Merci beaucoup, Monsieur Richard. Nous sommes en train de chuter avant de donner la parole aux participants. Pour nous parler de l'aspect marketing, quelle stratégie marketing ou comment élaborer une stratégie marketing? Qu'est-ce qu'un développeur qui a produit une solution avant à plusieurs entreprises ou encore une entreprise start-up qui a une solution, pourrez-vous nous donner quelques éléments pour élaborer une stratégie marketing? Allô? Oui, Monsieur Richard, vous n'avez pas bien saisi la question. Allô, j'ai capté difficilement, donc sorry. Je m'excuse, je reprends. Je disais, comment Oui, oui. élaborer une stratégie marketing pour un projet logiciel? Pour un projet logiciel, une stratégie marketing, comme je disais, c'est que départ, quand l'idée est validée au sein de l'équipe, vous savez déjà ce sur quoi vous travaillez et quel est le public qui est visé en ce moment-là. Alors, l'équipe opérationnelle va se mettre au développement, donc les techniciens, ils vont se mettre à programmer. Et quand vous avancez vraiment selon le calendrier du projet et les fonctionnalités des bases qui ont été ciblées pour que la solution soit mise sur le marché, vous pensez que vous êtes à 80%, certains valident même à partir de 75%, faites appel à un commercial, soit en tant que consultant ou bien il peut faire partie de l'équipe normalement. Et quand vous faites appel à lui, vous travaillez maintenant sur le plan marketing. Et ces plans de marketing, aujourd'hui, par exemple, on parle beaucoup plus de marketing digital, OK. Si vous pensez que la plupart de vos clients tels qu'ils sont ciblés peuvent être
retrouver sur Internet, donc principalement sur les réseaux sociaux. Alors, vous pouvez orienter votre plan marketing dans ce sens-là. Et il y a aussi déjà des outils aujourd'hui qui arrivent à nous aider pour comprendre où se trouvent nos clients. Ils sont segmentés, par exemple, en profil d'âge ou bien géographique, à quel niveau ou à quelle tranche. Et en ce moment-là, vous pouvez déjà voir. Moi, je donne l'exemple. Chaque fois que je visite les analytics, les analyses derrière les sites de Omri Africa, je sais voir que nous sommes, par exemple, à 48% au Congo. Après, c'est quelque chose qui m'étique d'ailleurs. Après, c'est les États-Unis qui viennent. Je dis, mais pourquoi c'est les États-Unis qui se positionnent en tant que, ça dit les visiteurs sur la page? C'est la RDC et puis les États-Unis. Après, viennent d'autres pays d'Afrique, jusque voilà, Canada, Philippines. En fait, à partir de là, je me dis, OK, c'est vrai, le marché, il part localement vers l'extérieur, mais qu'est-ce qui me dit qu'est-ce qui fait que ce soit les États-Unis qui se trouvent en deuxième position en termes de nombre de visites? Après, je reviens sur un aspect où, quand je vérifie par rapport aux appareils utilisés, c'est le téléphone portable qui est en premier. Et là, je sais voir avec mes équipes de développement. Je prends un exemple. Je fais concevoir avec mon designer graphique un visuel. Et quand nous prenons ces visuels-là, qui est par exemple pour le slide du site, nous les mettons sur les sites, il tourne bien quand on est sur PC. Dès qu'on va sur le mobile, je vois qu'il n'est pas très, très bien aligné. Et là, j'insiste trop. Par moment, même le designer me dit, mais pourquoi vous insistez pour qu'on recale? Parce que je dis que plus de 50% des utilisateurs qui consultent les sites sont sur le mobile. Donc, c'est une donnée qui arrive à orienter, au fait, même la façon dont les designers doivent travailler pour que, comme la plupart des gens sont sur les mobiles, il faut qu'ils soient à l'aise là-bas. Il ne faut pas qu'on ait un aspect que, voilà, ils vont quitter le mobile quand ils vont arriver dans leur bureau ou bien à la maison, ils vont se connecter sur PC. Non, non. Ce sont les indicateurs déjà, ces insights qui arrive à vous préciser sur certains aspects. Et normalement, quand vous passez sur un plan marketing et que vous avez déjà ces premiers insights, vous savez préciser déjà sur le public, sur l'orientation du message, sur l'appel à l'action. Voilà, quand vous faites une publication, est-ce que la publication comporte un appel à l'action? Est-ce qu'elle parle et elle arrive à faire comprendre les messages clés, pardon, qui est derrière, ou bien un message qui est caché, qui annonce peut-être quelque chose qui va venir? Monsieur Richard, vous êtes là? Oui, je suis là, oui. Oui, je vous ai perdu à la fin, là. Je ne sais pas si vous pouvez reprendre. Oh. Oui, vers la fin, j'étais en train de préciser que voilà, quand vous orientez maintenant votre client, après que certains outils comme les Google Analytics puissent vous souffler certains aspects, par exemple, marketing en termes de géographie, de tranche d'âge, d'outils utilisés, vous pouvez orienter ensemble avec votre commercial la stratégie marketing et arriver à voir, au fait, selon les indicateurs, on appelle ça les indicateurs de départ, arriver à les aligner précisément pour ces publics qui s'est déjà presque dessiné selon l'aspect géographique, selon l'aspect utilisation de l'appareil, selon l'aspect tranche d'âge. Donc, vous arrivez à orienter ou bien à aligner, au fait, votre marketing dès qu'il va arriver pour qu'il puisse se positionner et profiter déjà de ces indicateurs déjà de départ. Alors, les défis qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on arrive à parler de quelque chose peut-être qui n'est pas encore prêt. Et le temps que la chose se développe, les gens à qui vous avez annoncé la chose ont presque déjà oublié ou bien sont partis dans autre chose. C'est comme ça que moi je dis, si vous êtes en en développement et que vous pensez que vous êtes à 80% ou bien 75% de go live, vous pouvez maintenant faire appel au commercial et avec lui travailler pour préciser maintenant la stratégie marketing à mettre en place.
Merci beaucoup. En tout cas, le sujet, il est très vaste, il est très pertinent. Je pourrais continuer comme ça avec les questions toute la nuit, mais je ne serai pas égoïste. Je vais donner la parole aussi aux personnes qui sont en train de nous suivre, aux participants. Alors, si vous avez une question à poser à M. Richard, vous pouvez juste lever votre main et puis nous allons prendre votre question pour continuer comme ça. Y a-t-il une question? Vous pouvez juste lever votre main. En attendant la main, il y a Monsieur Nathan Chibalanga qui a posé une question dans le chat. Il dit, en tant qu'étudiant en conception de systèmes informatiques d'information, quels sont les livres qu'on peut parcourir pour nous aider à booster nos compétences sur tous les plans? Monsieur Richard, vous pouvez Sur avoir tous un les, élément de réponse là-dessus? bon, sur tous les plans, c'est qu'il faut prendre tous les livres alors. Non, non, j'étais en train de blaguer. Sur tous les plans, c'est un peu vaste, mais je vais partir en tant que, si je suis développeur, le temps que je suis étudiant, je peux me concentrer d'abord à faire mûr, je pense que c'est ça le verbe, mes compétences techniques. Souvenez-vous, quand on sort, par exemple, les cursus d'ESIS, par exemple, il est que quand vous terminez le premier cycle, vous êtes technicien. Même dans les écoles polycliniques, jusqu'à passer ingénieur civil. Donc, je pense que dans le parcours d'étudiant, les, en anglais, on parle de core competence, core skills, c'est-à-dire les compétences des bases, souvent comme la fondation d'une maison. Parce que quand la fondation n'est pas bien faite, après, si vous venez déposer les murs peuvent vous monter en hauteur, voilà, tout peut s'écrouler. Donc, vous pouvez vous focaliser sur votre compétence d'abord technique. Alors, autour des compétences, moi, j'avais étudié dans une université, d'ailleurs, c'était comme ça. Donc, il y avait d'abord des cours de base. Ces cours qui sont de 90 heures, 120 heures. Si vous échouez dans ces cours, vous avez difficile à monter de promotion. Bon, aujourd'hui, le système a tout changé avec les LMD qui est venu. Mais ce sont, même quand on était au primaire, donc il y avait chaque section ou bien option avec ses cours de base où on supposait que d'abord, l'élève doit passer dans ces cours ici, il doit avoir des bons points. Après, il y a maintenant des cours qui sont connexes et puis après, on parlait des autres branches, comme sur les Bibles. Donc, dans un parcours étudiant, les compétences d'abord techniques des bases, selon votre profil, ils doivent être bien assimilés et c'est là que vous pouvez prendre beaucoup de cours. Aujourd'hui, il y a des livres. Si vous êtes à ISIS, par exemple, nous, à l'époque, on connaissait beaucoup d'auteurs. On se disait, je prends juste une parenthèse. Je ne sais pas si vous m'avez perdu, ma connexion cheat un peu, mais sorry. Allô? Monsieur Oui, Richard, Monsieur Richard, je avez-vous vais là? continuer. Monsieur Richard, vous êtes là, Monsieur Richard? On va patienter quelques minutes, le temps que Monsieur Richard puisse revenir. Je pense que c'est un problème de connexion. En attendant, Monsieur Gloire Cafalou lui va se préparer pour sa question. Monsieur Richard, vous êtes là? On va accorder quelques minutes à Monsieur Richard. Monsieur Richard, c'est bon maintenant? Monsieur Richard, il y a votre micro qui est Ah coupé. oui, oui. Oui, c'est bon maintenant. Oui. Désolé, la connexion est perdue.
Merci beaucoup. Monsieur Gloire, oui, posez votre question. Oui, on vous entend très bien. Alors, ma question, s'adresse à M. Richard, c'est oui, dans quel contexte, comme la chrétienne, c'est quelqu'un que M. Richard va très bien comprendre, que au fond de et notre question, généralement, on peut fixer le prix, ainsi de suite. Même on est en train de parler du référentiel pour vous, où M. Richard a déjà commencé à annoncer ça. C'est que généralement, quand on donne le prix, c'est en fonction du client qui est en face de nous. Dernièrement, j'ai essayé de taxer un client qui voulait reproduire quelque chose comme l'anglais. J'ai essayé de voir tout ce qu'il y avait comme voix et puis chercher peut-être à avoir d'autres développeurs à côté de moi pour que je puisse atteindre des objectifs. Parce qu'en travaillant, je vais faire une chose. Oui. En travaillant seul depuis un certain temps, on dirait que vous avez 47 développeurs, peut-être de machine. Je vais retrouver un peu sur le métier. Là, peut-être que tu es en train de faire la porte depuis un moment. En fait, j'ai taxé juste pour avoir un contrat, ça fait beaucoup de 500, 700 ici dessus. Au bout d'un certain temps, je veux ici chez nous, il y a peut-être des euros, on n'a pas le courant, on doit se payer 1 euro pour écouter. Gloire, il y a un problème avec ton micro. C'est pas audible. Est-ce que tu pourrais arranger ça ou soit écrire la question dans le chat? On a du mal à t'entendre. Pas trop, mais tu peux réessayer. Il y a de l'écho, en fait. On a du mal à saisir. Attendez, je relance un peu. Au besoin, utilisez juste le chat pour laisser la question et on pourra y répondre. Quelqu'un d'autre a une question en attendant? Vous pouvez juste lever votre main et puis après on va vous accorder la parole. Apparemment non. En attendant la question de Gloire, ok, il y a M. Rudy qui a une question. M. Rudy, posez votre question. Ok. Mais, vous m'entendez? Oui, 5 sur 5. Ah, d'accord. En fait, j'ai beaucoup apprécié l'intervention de M. Richard. Je crois qu'il a parcouru beaucoup d'éléments, d'ailleurs, que souvent qu'on développe en matière de développement, surtout en termes de société, qui fournit des solutions informatiques et tout. Alors, je voudrais avoir son point de vue sur une question essentielle qu'on se pose généralement. Pourquoi, selon lui, pourquoi jusqu'à présent, nous n'avons toujours pas en RDC, voilà, ces startups-là qui font un boom, c'est-à-dire, malgré qu'il y a une forte présence sur les réseaux sociaux, quelque chose que je commence maintenant à fustiger, on sent qu'il y a une forte présence sur les réseaux sociaux, on sent que les startups vendent une certaine image, mais lorsqu'on essaie de gratter un peu concernant voilà, les services ou les produits qu'ils sont en train de distribuer, si je ne prends que l'aspect qui soit lié à la distribution des applications mobiles, s'il ne faut qu'aller que sur ça, parce que on le sait très bien qu'au Congo, il y a beaucoup plus de gens qui sont sur les mobiles que sur les PC ou les Mac. Donc, lorsqu'on fait un petit tour sur la Play Store, sur l'App Store, App Store, je mets de côté, mais sur Play Store, on se rend compte vraiment que les startups congolaises qui proposent des solutions ne connaissent pas des booms. C'est-à-dire, tu verras, c'est limité à 1000 téléchargements. Même sur ces 1000 téléchargements, pour savoir que beaucoup d'utilisateurs sont derrière cette appli, c'est très compliqué, utilitaire ou autre chose. Donc, selon lui, comment est-ce qu'il est en train d'évaluer un peu notre écosystème des startups tech et
qu'est-ce qui fait que les choses n'évoluent pas? Parce que nous sommes partis de la 2G, 3G, 4G. Maintenant, la 5G est en train d'arriver. Fibre optique, on n'a toujours pas ces champions de la tech où un jour on entendrait parler que, ben voilà, au Congo, nous avons des startups qui font des millions, tout ça. Et si il a compris qu'il y a des problèmes, et selon lui, comment on peut y parvenir pour que demain ou après-demain, qu'on apprenne quand même qu'il y a des startups congolaises qui emploient 1000 personnes. Voilà un peu ma question. Je veux savoir un peu son idée sur ça. Merci. Voilà, merci beaucoup, Rudy. Je pense que je suis capté. J'avais perdu la connexion un temps. Alors, moi, mon analyse, déjà quand j'ai évolué, donc je vais prendre un petit parcours recul, je me suis retrouvé beaucoup plus à développer pour les entreprises qu'à faire des solutions grand public, B2C. Et après, les défis qu'on a en entreprise, comme j'ai présenté bien avant, donc c'était, voilà, le cycle de paiement et le temps de développement faisaient que l'argent n'était pas en train de faire du cash flow. En fait, je n'avais pas un fonds de déroulement. Donc, c'est l'argent qui entrait selon les besoins. On a développé à 2, à 3. Après un temps, on tombe, on est broke. Et après, on doit recommencer, trouver un autre projet. Et après, on est arrivé à comprendre que ça, c'était un problème. Et puis, de deux, je me suis rendu compte que oui, on est en train de vendre des logiciels plutôt que de les faire travailler. C'est-à-dire qu'un logiciel pour lequel on nous paye $4 000, après qu'on l'ait livré, c'est fini par là. À moins que des petites interventions où les clients, il arrive à vous donner des $500, et ainsi de suite, si vous avez ajouté un module qui n'était vraiment pas là. Donc, et ça fait une faiblesse, en fait, si l'entreprise devait tourner. Donc, on s'est retrouvé que oui, quand on vend, les projets est parti. Je me rappelle même qu'il y a un temps, après des années, on m'appelle, je vais aller intervenir sur l'application que moi-même j'avais développée. J'arrive là-bas et je dis, vous utilisez quelle application? Je dis, vous utilisez toujours cette application? Elle dit, oui, mais tu pensais quoi? On a laissé à un hôpital. Et après, je me suis rendu compte que, bon, il y a 5 ans que j'avais livré cette application, cet argent, moi, je l'ai déjà bouffé, les dépenses sont venues, donc ces gars ont continué à utiliser l'application jusqu'aujourd'hui. Et j'ai compris que c'était une faiblesse. Donc, le style de vente d'application, on est arrivé avec les équipes à conclure que désormais, à partir de telle période, nos applications vont tourner comme des services. Comme ça, on peut se concentrer sur une solution qu'on peut vendre. Là, je suis vraiment dans les plans d'abord local. Donc, je me dis de développer une application pour juste la gestion d'une école. J'en prends vraiment simplement, ça peut s'appliquer sur autre chose, mais dont le prix annuel est $300. En ciblant, par exemple, 1000 utilisateurs, donc je me fais un $300 000 qui peut entrer en entreprise et qui peut faire tourner et qui peut faire évoluer l'équipe et permettre de travailler sur d'autres projets. Là, c'était juste une façon de dire que voilà, le modèle économique par rapport au développement, parce que les petites applications que vous pouvez côtoyer en entreprise, qui ont été fournies par les Sud-Africains, quand vous arrivez en Afrique du Sud, vous voyez la start-up qui a livré cette application, vous vous rendez compte qu'il bon, il y a par exemple 10, 20 personnes, mais la start-up est viable. Pourquoi? Parce que l'application qu'elle a vendue au Congo, chez eux en Afrique du Sud ou bien dans une autre boîte, ça fait que quand il récolte à la fin du mois ou bien à la fin d'une année, ça fait tourner au fait la boîte. Et c'est là que je me suis dit, ah, voilà notre faiblesse. Je pense que nous tous, nous sommes là, si vous avez déjà eu à vendre les logiciels, vraiment comme votre propriété, vous vendez 2000, 3000 dollars et c'est parti comme ça. Mais quand je me rappelle, même le nombre d'applications que j'ai déjà eu à développer, je me dis, si seulement je m'étais comporté en software as a service, aujourd'hui, je n'aurais pas besoin d'être en entreprise. Donc, je pouvais tourner. Ça, c'est l'aspect local. Pour l'aspect un peu plus évolué, moi, je comprends l'écosystème d'abord par rapport à, c'est vrai, on avait des soucis de connexion, Rudy l'a bien signalé, mais on est parti aujourd'hui de 2G, 3G, 4G. La connexion s'est améliorée un tout petit peu, même si ce soir, j'ai eu des expériences un peu compliquées. Mais la qualité, voire les prix, c'est vrai, il y a l'aspect, on peut dire, le $1 de 2002 n'est pas le $1 de 2024, mais en termes de coûts,
c'est quand même accessible Internet aujourd'hui et les services. Moi, je me dis, de part des startups qui n'ont pas réussi, je prends d'abord cet aspect de nous qui avions commencé à développer des logiciels et à les vendre, vraiment la vente. Hein. C'est-à-dire quand vous vendez, c'est fini, ça devient pour eux et puis vous disparaissez, quoi. Donc, c'est comme si on vous lie les mains. Moi, j'avais même des gens qui proposaient que quand je leur vends un logiciel, que je sois incapable de vendre le même logiciel ou bien le même style à quelqu'un d'autre. Je dis non, c'est pas possible. Donc, il dit non, je vais être exclusif. C'est-à-dire, si je détiens ce logiciel, que personne d'autre dans mon secteur ne puisse pas le détenir. Et les types étaient prêts à me faire signer un contrat comme ça. Donc, ça tuait un peu le côté là. Alors, pour le grand public, c'est comme ça que moi, ça, c'est l'aspect personnel. Je dis, on s'oriente vers le but aussi. Mais en s'orientant vers le but aussi, quelle est la vraie solution qu'on met en place qui fait qu'un grand nombre d'utilisateurs peut arriver à consommer. Donc, nous sommes dans un pays où d'abord le comportement du consommateur, l'Internet chez nous a été pris pour du contenu qu'on trouve, raison de voir. Si vous scrollez par exemple souvent sur Facebook, quand il y a un contenu, voilà, de rien du tout, on fait des blagues, des insanités, entre guillemets, vous m'excuserez, vous voyez beaucoup de commentaires, beaucoup de vues, beaucoup de partages. Vous voyez ce que ça fait. Mais quand il y a un contenu intellectuel où quelqu'un après donne une astuce Excel, par exemple, ou bien parle de XY, vous allez voir 20, 40, 50 commentaires à peine. Voilà. À moi, peut-être le besoin, par exemple, vous pouvez voir quelqu'un qui, celui-là, quand vous jetez un œil sur le profil, il fait, par exemple, il apprend aux gens l'anglais. Et celui-là, par exemple, il apprend aux gens ceci, c'est là. Celui-là, il développe tel aspect. Et vous pouvez voir. Donc, moi, je pense que le comportement du consommateur, quand vous allez dans une ville comme Kinshasa, plus de 17 millions d'habitants. Mais quand vous voyez ce qui les intéresse principalement, c'est vraiment les choses, je m'excuse, je ne suis pas en train de préciser, mais quand vous essayez juste de voir, vous allez sentir que non, la population ici a besoin d'abord de manger. C'est-à-dire chacun se bat pour avoir un beignet le matin. Alors, si moi je viens avec une application qui fait ceci, cela, est-ce que la personne qui se bat d'abord pour avoir son beignet le matin et aller, par exemple, choquer quoi, en ville, va avoir le temps de télécharger mon application, d'ouvrir d'abord quel est le message que je veux lui passer pour qu'il comprenne le besoin. Et après, l'application sera en train de résoudre quoi pour lui. Pendant ces temps, des solutions de paris foot, par exemple, marchent. Pourquoi? Parce qu'il y a vraiment un peu de chômage. Les jeunes gens pensent qu'ils s'y parient un peu, ils peuvent doubler leur mise, tripler, ainsi de suite. Donc, je pense que cette compréhension, je parle beaucoup plus de la ville de Kinshasa, ça peut s'étendre au pays, c'est là. C'est comme ça que moi, je me suis dit, il faut penser solution transatlantique. C'est-à-dire que, c'est vrai, les grandes boîtes aujourd'hui sont en train de nous coincer. Et je pense que ça va être la guerre. Si vous entrez dans la fintech, vous savez que voilà, ils mettent tout, ils ont maintenant, je ne sais pas si c'est autorisé, mais ils ont des services à valeur ajoutée qui s'approprient eux-mêmes. Ça veut dire que si moi, je devais avoir une application qui permettrait à ce que les gens achètent Canal+, à partir de mon application, mais vous allez voir que voilà, Equity va faire ça, Aerobank va faire ça, Vodacom va faire ça. Donc, il y a ces soucis-là. C'est peut-être que nous, on est venu un peu en retard. C'est là que je pensais que si on aurait nos solutions et qu'aujourd'hui, Vodacom trouverait, par exemple, que c'est lourd et économiquement aussi exigeant de faire développer en interne plutôt que d'acheter la solution d'Eridi. Alors là, Vodacom l'achète ou bien on passe en joint venture ou une autre forme de collaboration qui permettra à ce que la startup d'Eridi décolle à partir d'un seul contrat, ainsi de suite. Je me dis comme ça. Donc, une fois, par exemple, moi, j'ai pensé à une application. J'ai déjà écrit tous les projets. Je pensais même déjà mettre des développeurs sur lui. Mais j'ai un ami en interne à Vodacom, il dit, on vient de recruter un Tanzanien comme project manager pour la solution que tu pensais faire. Alors, est-ce que tu vas te battre avec Vodacom? Tu vas entrer en concurrence? Ça reste ça. Donc, ça, c'est ma compréhension d'abord par rapport à l'écosystème pour tous ces éléments qui m'ont permis au fait de faire sortir mon triangle. Et je me dis, dans l'aspect où je travaille transatlantique, je peux avoir une solution qui marche localement, même si je n'ai pas beaucoup de consommateurs ici, je peux en avoir au Cameroun, en Côte d'Ivoire, en Zambie, Mozambique, Afrique du Sud, et ainsi de suite.
Parce que après, c'est une solution qui est déployée, elle est dehors des frontières. Et là, les gens peuvent en consommer. Moi, j'ai une expérience, par exemple, avec Udemy. J'avais mis un cours. Les cours que j'avais mis sur Udemy, il avait pris vraiment du temps pour décoller. Et quand j'ai analysé, je me suis dit, j'ai trouvé que les anglophones sont beaucoup plus rapides en termes de consommation des cours en ligne que les francophones. Donc, ça veut dire que les cours, si je les traduis en anglais, j'ai vraiment hâte de voir cette expérience, comment les choses vont se prendre. Et même les cours que j'avais mis sur Udemy, je peux vous montrer les statistiques, c'est la France qui est en première position des gens qui prennent ces cours-là. Donc, 48% de mes étudiants des cours de SQL sur Udemy sont en France. Et puis vient le Congo, le Canada, le Bénin, Cameroun. Donc, vous pouvez un peu comprendre. Et c'est comme ça que des solutions, s'ils peuvent être larges, B2C, il faut qu'elles soient aussi transatlantiques pour que les Congolais puissent le consommer, mais celui qui est aussi en dehors consomme aussi la solution. Ça, c'est mon point de vue par rapport à cet aspect. Merci beaucoup, Monsieur Richard. Monsieur Rudy, vous avez encore une question? Mais c'est juste pour enrichir, ce que M. Richard a dit, dans le sens du consommateur final et des besoins qu'il faille identifier lorsqu'on veut faire une pénétration de marché. Juste pour placer un mot par rapport, voilà, pour ne pas donner un cours de marketing ici, mais en rebondissant sur ce qu'il a dit, c'est clair que des fois, les solutions que nous cherchons à proposer sur le marché ne correspondent pas aux besoins. Aujourd'hui, lorsqu'on prend le cas de WhatsApp, WhatsApp répond à un besoin qui est clair, c'est la communication, et il s'efforce à standardiser cela, bien qu'il ne soit pas au Congo, mais on sait que l'homme cherche à consommer tous les outils de communication, donc ils font l'essentiel pour ajouter voilà, des modules qui nous intéressent. Pouvons-nous compétir, comme Richard, pouvons-nous compétir avec les grosses boîtes et devrions-nous avoir peur de ces boîtes? Je me dis, je partage mon expérience et puis je lui renvoie une question pour chuter par là. Je me dis que peut-être que nous sommes en train de nous fixer sur des compétiteurs qui ne sont pas à notre niveau. Peut-être que ce que nous pourrons proposer comme solution devrait répondre à certains besoins à un low level, à un niveau qui est un peu plus bas, où par exemple ces gros poissons, entre guillemets, ne sont pas intéressés, et avoir de l'attraction, pas attraction, mais traction voilà, des chiffres qui démontrent que les produits que nous avons ou les solutions que nous sommes en train de déployer sont des solutions qui trouvent le marché et que le marché peut grandir de manière exponentielle suivant, par exemple, un type de clientèle. Et bien, à partir de là, on pourrait maintenant voilà, se retourner vers les banques. Parce que le grand challenge ici, c'est que, selon moi, on n'arrive pas à se développer parce qu'on n'a pas d'argent. Parce que si on a assez d'argent pour faire le marketing, pour faire, comme M. Richard l'a dit, pour avoir les opérations et tout ça, on a un fonds de roulement suffisant pour se couvrir des loyers sur 3 ans, une équipe d'experts, c'est-à-dire on a autour de soi des professionnels développeurs en marketing, en commercial, ressources humaines, tout ce que vous voulez, qui sont vraiment pointus, admettons qu'on n'ait que des MBA et des Master of Science qui travaillent avec soi comme étant des senior managers et tout ça. Ouais, c'est à ce moment-là on se rend compte que, ben voilà, on a vraiment un produit ou un service qui est en permanente mise à jour et croissance par rapport au marché. Et je peux me dire, par rapport à une traction que j'ai, je vais vers un partenaire financier pour lui soutirer de l'argent. Et il mettra son argent dans mes solutions que si je peux lui ramener comme moi je dis toujours, un tapis de users. C'est-à-dire, je sais que j'ai une appli qui fait 10 000 utilisateurs chaque jour. Je n'ai pas besoin de faire les 100 000 utilisateurs. Mais je sais que j'ai mes 10 000 users chaque jour, par exemple. Et donc, c'est un tapis pour moi pour attirer un financement, pour me permettre de passer à 20 000 parce que j'aurais juste à faire
à recopier les méthodes que j'ai exploitées, les opérations ou que j'ai exploitées pour avoir les 10 000 et pour en faire 20 000. Et ça me demande autant et je me base sur 2 ans. Donc, je me dis aussi que euh, les entrepreneurs, parce que je suis plus côté entrepreneur, hein, je ne suis pas trop freelance, les entrepreneurs qui sont dans les tech n'ont pas beaucoup de notions de business. Euh, pour moi, il faut vraiment repartir sur les bases pour apprendre, surtout aux développeurs qui sont trop snobs de leurs produits, à savoir comment on développe un business dans le numérique. Pas seulement développer un produit, mais développer un business et le faire grandir. Donc, voilà ce que je voulais rajouter à ce que Richard a dit. Nous, on n'a pas peur d'affronter tout ce monde-là. On y va, et voilà. Et bon, on le fait dans le calme et puis après, on verra les résultats. Mais sinon, ce que je lui renvoie encore comme question, c'est celle de savoir c'est quoi les challenges que Umri rencontre maintenant et ces challenges sont essentiellement dus à quoi et comment est-ce que lui, il arrive voilà, à les contourner en matière de risk assessment et tout ça. Donc, voilà. Voilà, merci beaucoup, Cyrili. C'est très bien. J'ai beaucoup apprécié l'intervention, surtout la précision qu'on ne va pas avoir peur des gros poissons pour développer ensemble et essayer de trouver sur des solutions qui peuvent compétir sur le même marché, bien sûr. C'est très, très bien. Les challenges aujourd'hui, les challenges de départ, on ne va pas se les cacher, c'est un challenge financier. Donc, Omri se retrouve qu'il aurait besoin, je parle beaucoup plus au conditionnel, il aurait besoin d'une équipe peut-être 3 fois plus que l'équipe qui se trouve aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, j'ai 3 personnes qui travaillent à temps plein pour Omri Afrique, donc ils sont sous contrat, vous pouvez comprendre la pression. Et puis, il y a 2 consultants, pendant que je pense qu'on serait au nombre des 10 ou des 15. Donc, ça, c'est or, je ne sais pas agrandir l'équipe, vu les challenges financiers, les contraintes des salaires, des charges du personnel, ainsi de suite. Parce que je suis dans le bootstrapping, c'est-à-dire le fonds propre qui est renvoyé dans la boîte pour faire tourner jusqu'à ce qu'on va passer live et chercher à ce que le produit eux-mêmes fasse des entrées et après on tourne avec. Donc, c'est ça le premier challenge. Alors, quand on se retrouve déjà qu'on est sur ces niveaux, donc on a de l'emploi à faire pérenniser pour les gens, parce que je prends juste un exemple. Vous recrutez un type, et puis voilà, vous vous rendez compte qu'il est marié et il a un enfant. Donc, vous voyez, c'est la pression que ça vous met derrière. Donc, voilà, il lui faut son salaire. Il travaille, il est très bon, donc après, il faut lui verser son salaire. Vous avez des charges. Nous, Omri Africa, qu'est-ce que nous nous sommes dit? Nous sommes passés en mode opérationnel, mais sous un système fiscal qui décrit que nous sommes en RD, en recherche et développement. Mais même alors, vous savez comment la fiscalité fonctionne au pays. Donc, vous avez toujours des charges fiscales à supporter. Vous faites vos déclarations le minimum possible. Voilà, mensuellement, vous avez des déclarations annuelles. Vous devez clôturer, par exemple, vos comptes. Vous avez des équipements à acquérir. Donc, je me suis, par exemple, vu, pour clôturer l'exercice comptable 2023, débourser plus de $2 000 parce qu'il fallait payer un cabinet d'audit qui viendra auditer vos comptes, même s'ils sont encore minimes. Et après, les cabinets doivent certifier vos comptes pour aller aussi certifier. Le cabinet doit être déjà agréé par l'ONEC. L'ONEC doit vous faire valider par... Ils ont même mis en place des systèmes de timbres. Ça veut dire qu'on connaît que le cabinet X a certifié les états financiers de l'entreprise Y et selon les chiffres d'affaires qu'il y a là-bas ou bien le capital qui fait tourner jusqu'en ce moment la start-up, voilà les taux de tarification que l'ONEC a imposé. Après, ces états financiers, il faut aller les déposer au ministère des Finances, au ministère de l'Économie, il faut avoir un gestionnaire des comptes, vous quittez. Nous sommes quittés CIS vers CDI. Donc, vous avez tous ces challenges-là. Et ces coups de pression ne sont pas aussi négatifs, quel qu'en soit. C'est la chose qui vous fait que vous ne dormez pas parce que vous vous rendez compte que vous avez des charges à supporter. Donc, les gars aussi,
doivent respecter vos plans projets et progresser. Donc, c'est challenge d'abord financier. Les challenges opérationnels étaient le fait qu'on s'était retrouvé, ce que j'ai expliqué, en train de faire de B2B et ça n'a pas permis à ce que l'entreprise puisse décoller. Parce qu'on a des clients, on vend des applications et ça s'arrête par là. Et après, voilà, ils prennent l'application, ils utilisent, et puis voilà, ce qu'on a versé pour l'entreprise, ça peut supporter les charges de 2-3 mois, et puis voilà, vous retournez sur un autre projet, et ainsi de suite. C'est comme ça que nous sommes orientés vers les B2C, même si le B2B, on a mis ça dans la catégorie consultance, donc on reste toujours consultant. Par exemple, dernièrement, on est parti former l'équipe du cadastre minier, donc ça reste toujours des projets autour qui, parfois, les équipes en interne peuvent conduire ou parfois on fait appel à un consultant. Donc, c'est comme ça qu'on se concentre sur les projets à mettre sur le marché pour les grands publics qui vont être à la fois transatlantiques en quelque sorte. Et c'est sur ces projets qu'on pense résoudre ces soucis financiers parce que les projets, il y en a beaucoup d'idées, bien travaillées, mais vous vous rendez compte que si vous avez un développeur, un designer, il travaille sur tel projet, ça devient difficile de mettre en place plusieurs projets moi-même déjà qui pilote presque 80% de projets en interne, ça peut m'embrouiller, ça peut faire en ce que ça puisse handicaper certains autres projets et voilà. Donc, on essaye, comme je suis dans l'étape de bootstrapping, on essaie dans la mesure du possible, de rester efficient selon les ressources financières et humaines. Merci beaucoup, Monsieur Richard. Avant de clôturer, nous allons prendre deux dernières questions. Déjà, il y a la question de Gloire dans le chat, mais aussi on va récupérer en même temps la question de Monsieur Patrick Kassonga. Monsieur Patrick, vous pouvez poser votre question. Bonsoir Richard, bonsoir à tous. Moi j'ai une question à laquelle je vais quand même proposer quelques pistes en fait pour des solutions. Je sais que la plupart comme Richard l'a dit, et même Rudy a complété, c'est des problèmes financiers qui ne permettent pas aux entrepreneurs de la tech, les jeunes entrepreneurs, d'avancer. Mais la question que je me pose, le système bancaire congolais ou le système en général est très, très lourd à encourager les jeunes à créer des entreprises. Et je ne sais pas ce qu'il faut pour booster ça. Mais là, la question, c'est est-ce qu'il faut s'arrêter là, attendre, ou bien qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer, pas de contourner, mais de surmonter ces difficultés? C'est que je vais poser la question à Richard. Comment lui il fait? Ou comment les autres acteurs font pour essayer de trouver des fonds pour faire avancer leurs jeunes entreprises? Alors, pour ça, moi, j'avais quand même deux propositions. La première proposition, c'était que les acteurs de la tech au niveau de la RDC peuvent-ils, je ne sais pas moi, contacter le ministère du numérique pour faire une forme de forum national et voir dans quelle mesure le ministère peut s'impliquer pour aider ces jeunes à promouvoir ce secteur dans la RDC, parce que ce secteur est générateur de beaucoup de revenus et peut créer beaucoup d'emplois d'ailleurs. Deuxième piste aussi, est-ce qu'on a une structure qu'on appelle l'ARSP, donc pour la sous-traitance? Est-ce que l'ARSP peut aussi conduire ces jeunes entrepreneurs afin qu'ils puissent être bien casés ou qu'ils puissent avoir des marchés au niveau des entreprises, des grosses boîtes qui en réalité continuent à sous-traiter auprès des étrangers alors que la loi est claire là-dessus? Voilà un peu, c'est ma question et puis quelques pistes de solutions si jamais ça peut rencontrer les réponses de Richard. Merci. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Patrick. Merci pour ça. Déjà, pour les pistes des solutions, c'est déjà très, très bien. Je pense qu'on pourra même après ces cafés discuter avec les autres de petit à petit. Par rapport au challenge que nous rencontrons, en fait, j'ai vu un commentaire sur LinkedIn, je pense hier ou avant-hier, si j'ai bonne mémoire, et ça m'a à la fois fait rire et interpellé. Donc, c'était juste sur la question de l'entrepreneuriat, accès au financement, croissance des startups. Il y avait eu un commentaire sur le post où le type disait « Les entrepreneurs congolais sont comme les chômeurs en quête d'emploi ». C'est-à-dire que voilà, les chômeurs en quête d'emploi, ils accusent qu'il n'y a pas d'emploi.
En même temps, les entreprises ont des offres. Ils lancent des offres. La question de savoir où est-ce qu'ils recrutent, comment ils font. Après, on va parler du tribalisme, du népotisme, et ainsi de suite. Mais en même temps, il y en a qui sortent de l'université, qui se préparent pour un emploi et qui arrivent à décrocher l'emploi dans les normes et ils entrent dans l'emploi. Alors, ça m'a interpellé pour savoir que voilà, les jeunes entrepreneurs, au fait, congolais sont aussi comme des chômeurs en quête d'emploi. C'est-à-dire que il y a ce qu'on n'arrive pas à avoir comme critère de base pour se présenter auprès d'un investisseur ou d'une banque. Et en même temps, on se plaint que voilà, on ne finance pas. C'est vrai, en général, les systèmes bancaires, il est lourd chez nous par rapport à d'autres pays. Mais même si on est dans un autre pays, ce que le banquier cherche à affirmer, c'est votre capacité de remboursement. Même si vous faites un prêt à la consommation, il va vérifier si vous avez un contrat. Au moins, il y a un revenu permanent qui va permettre à ce que cette dette-là soit apurée et les intérêts qui accompagnent la dette. Alors, ce que nous avons fait d'abord en tant qu'entreprise, déjà à notre niveau, nous nous sommes dit, nous allons d'abord nous focaliser, en même temps qu'on est en recherche et développement, à être efficient et surtout avoir une comptabilité régulière. Donc, je me suis dit que d'abord, comme Rudy l'a signalé, il y a ce souci de business. L'entreprise, ce qui fait tourner une entreprise, c'est sa comptabilité. Donc, les restes, voilà, ce sont les opérations. Mais les opérations, pour opérer, vous avez besoin des fonds. Donc, nous nous sommes dit, on va d'abord tracer notre comptabilité, la comptabilité fiscale. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'il nous faut? Tous les papiers, nous avons réuni les papiers, nous avons procédé à nos déclarations, c'est-à-dire que le système fiscal congolais est déclaratif. Donc, nous sommes partis voir un cabinet d'audit, d'experts comptables. Ils nous ont, selon la taille de l'entreprise, les capitales de départ et l'état dans lequel nous nous retrouvons en recherche et développement. Donc, on est sans activité, on est en recherche et développement. Ça nous permet, ils nous ont tracé, au fait, une ligne de conduite selon la réglementation de la RDC. À partir de là, nous avons commencé à faire nos déclarations. Aujourd'hui, par exemple, nous déclarons l'impôt l'impôt professionnel sur les revenus, donc l'IPR, la TVA, et après, quand nous clôturons notre exercice comptable, nous pouvons déclarer l'impôt sur les bénéfices et profits et avoir régulièrement à étaler cet impôt-là pour l'année prochaine dans les impôts provisionnels, donc première, deuxième, troisième étape pour couvrir l'année. Ça fait que vers la fin de l'année 2023, nous étions capables de produire notre rapport annuel. Je pense qu'il va être même disponible sur les sites à la fin du rapport annuel où nous parlons de nos opérations, de nos stratégies et à la fin, nous avons nos états financiers tels que certifiés par les cabinets d'audit. À partir des états financiers, c'est là que quand vous vous présentez maintenant auprès d'une entreprise, c'est vrai, d'autres paramètres peuvent entrer en compte. Au moins, vous avez tout de même des états financiers qui ont été certifiés et qui parlent déjà de votre santé selon les projets que vous voulez développer. Donc, les banquiers peuvent arriver à calculer les ratios parce que quand on va vous donner un crédit, ils peuvent arriver à... C'est-à-dire qu'il y a que nous, les entrepreneurs tech congolais, que nous puissions d'abord arriver aussi à répondre à certaines petites exigences au fait, de quête de marché ou bien de possibilités d'être bien vu par rapport aux investisseurs ou bien aux banques. Ça fait que nous travaillons sur l'efficience fiscale, sur la régularité de notre comptabilité, en parallèle que nous restons en recherche et développement pour mettre en place nos produits. Au moins, si nous venons nous présenter demain auprès d'une entreprise, d'une banque, on a quand même tout un bagage, un soubassement autour qui va permettre, parce que voilà, nous avons opéré pendant 2 ans et voilà comment nous avons tenu notre comptabilité. Donc, parce que vous trouvez les startups, voilà, ils sont là, même un reçu, un bon de reçu, un bon d'entrée, un bon de sortie des fonds, ils n'ont pas. Mais comment vous faites? Vous faites sortir l'argent de l'entreprise, de la banque, et puis vous dites, j'ai acheté les carburants. Mais non, fiscalement, par là, ça ne marche pas. L'entreprise n'a ni vécu, ni groupe électrogène. Ce carburant est parti d'où? Alors, si ces erreurs-là sont commises le jour de régularisation des comptes, donc l'État va frapper sur ça et ça va devenir lourd, ça va être multiplié par autant. Donc, ça fait
ces soucis-là. Donc, si on arrive à avoir le minimum qui peut nous concerner, d'abord de se positionner en tant qu'une entreprise régulière, et après, on sait maintenant se présenter. Je précise encore que d'autres paramètres sont à prendre en compte devant certaines personnes qui peuvent vous booster. Donc, il y a l'aspect de l'ARSP, par exemple, c'est une exigence. Aujourd'hui, je sais, moi, qu'est-ce que j'avais connu avec l'ARSP? On me demande, OK, vous devez fournir votre attestation de l'ARSP. Je vais sur le site de l'ARSP, je vois les conditions qui sont données, je me rends compte que il me faut l'attestation à l'affiliation à la CNCS. Je pars à la CNCS, je dis, OK, on m'a demandé, voilà, je cherche l'attestation d'affiliation. Alors, quand vous vous affiliez à la CNCS, directement, vous devez aussi déclarer vos employés. C'est-à-dire une cotisation CNCS, je pense que c'est 5% sur le salaire brut. Les gars de la SNCC, de la CNCS plutôt, ils me disent non, il te faut l'attestation, les certificats d'ouverture. Je me demande, ces certificats d'ouverture, où je me renseigne, on me dit il faut aller les prendre à la mairie. Ok, je pars à la mairie, je me renseigne. Les gars de la mairie me disent ok, pour qu'on te donne l'attestation d'ouverture, d'exploitation plutôt, l'attestation d'exploitation, il nous faut tous les documents de l'entreprise, mais parmi les documents qu'ils ont listés, il y a l'attestation de la CNCS. Donc, ça fait que ça vient boucler encore maintenant. Je vais commencer par qui pour qu'il me donne tel document qui est requis chez quelqu'un d'autre. Donc, il y a tous ces challenges-là. Bon, heureusement qu'on a su décanter ça. Je pense que c'est dans un webinaire, d'ailleurs, que quelqu'un m'avait soufflé que non, à la place d'une autorisation d'exploitation, tu peux aller chercher les permis d'ouverture. Voilà. C'est dans un des webinaires que quelqu'un nous avait précisé ça. Et j'étais rentré à la commune cette fois pour récupérer ces documents, aller déposer, constituer mon dossier pour l'ARSP et avoir les certificats de l'ARSP. Donc, il y a aussi ces challenges-là, des précisions d'informations, des documents, des prix même des documents, parce que vous arrivez, par exemple, sur une division, vous demandez tel document, les prix sortent de la personne, n'est pas un prix affiché, c'est à peine que vous sortez l'argent, vous payez la personne, il met dans sa poche, il va verser peut-être la moitié. Aujourd'hui, par exemple, si vous voulez avoir votre attestation fiscale, dans les normes, c'est-à-dire le prix de l'État, c'est moins de $50, mais vous allez débourser à peu près 300 ou $500 pour avoir l'attestation fiscale. Parce que vous allez vous retrouver devant quelqu'un, voilà, il vous dit oui, je suis capable de vous produire ça, et puis après, il vous donne l'argent, il sait comment il va manipuler pour vous apporter. Donc, il y a aussi ces problèmes-là de vulgarisation, d'accès à l'information, de connaître les processus pour obtenir tel ou tel autre document qui arrive aussi à décourager beaucoup d'entrepreneurs tech. Donc, c'est comme ça que la plupart, on se focalise sur d'abord recherche et développement et on se dit, quand on sera prêt, on peut se lancer. Maintenant qu'on se retrouve prêt, on va se rendre compte qu'on a été là il y a 2 ans et on n'a tenu aucune comptabilité, on n'a aucune trace fiscale. Et quand on se pointe devant la banque avec une bonne solution, mais la banque n'a pas des piliers, c'est-à-dire des points de départ pour avoir de la confiance par rapport à comment vous gérez et comment vous êtes efficient de manière comptable ou fiscale ou sur les autres charges. Je pourrais continuer jusqu'à la fin de la soirée. Sorry, je coupe par là. Merci beaucoup, M. Richard, pour les éclaircissements apportés, les informations surtout partagées. Je vois encore la main de M. Rudy levée. Je ne sais pas s'il y a une question en suspens ou c'est laissé juste comme ça. C'est juste pour renchérir ce que M. Patrick a dit, parce qu'il avait posé quelques questions concernant, en fait, les préoccupations concernant le développement des startups côté financement et autres. Et il a aussi proposé une solution de voir peut-être au niveau des ministères et de l'ARSP. En fait, je vais juste dire qu'au niveau du ministère de PT et numérique, dans ces postes télécommunications numériques, il y a actuellement une discussion autour du FDSU, Fonds pour le développement du service universel, qui devrait bénéficier, je crois, de 4 ou 5%, je ne sais même plus, de tout ce qu'il y a comme cotisation, redevances et taxes que payent les télécoms. Alors, ils veulent voir dans quelle mesure ils vont exploiter ces fonds pour les rediriger vers les différents pôles de développement des startups qui veulent bien placer dans différentes provinces ou différentes régions. Donc, je crois que Kinshasa,
Lubumbashi, Goma et consorts seront voilà, bénéficiaires de ce fonds-là. C'est près de 60 millions de dollars là. Et ils veulent bien canaliser voilà, sur des projets qui permettront notamment à l'écosystème local de se développer. Mais le grand challenge, c'est la connectivité. Parce qu'actuellement, sans connectivité, il est vraiment difficile de développer le numérique. Et on peut bien beau dire qu'il y a la connectivité, mais le problème, c'est que même cette connectivité ne permet pas vraiment d'avoir des solutions qui sont développées, hébergées localement. Donc, ça, ce sont des questions qui sont en train de développer. Et côté RSP, il y a beaucoup de challenges. Je prends le cas récemment, j'avais reçu un appel d'offres. Moi, heureusement que quand j'ai commencé à faire mes documents de la société, il y a, je crois, 3 ou 4 ans, je ne sais même plus, et 2021, 2020, ça fait 3 ans et demi. Donc, j'avais directement foncé jusqu'à CNSS et c'est comme ça que j'ai juste rempli sur le site et j'ai les documents. Ça n'a pas traîné. Mais maintenant, ça devient vraiment du monnayage et c'est malheureux de voir ce qui se passe au niveau de la RSP pour avoir le document. Mais sinon, il y a aussi un autre challenge, c'est que les entreprises qui proposent des marchés au niveau des mining notamment, parce que c'est vraiment là qu'il y a des gros marchés. Hein. Mais même si on prend les autres petits marchés qui viennent, mais vraiment pour l'IT, ça rapporte beaucoup dans ce secteur-là. Alors, ce qui se passe là-bas, c'est qu'ils vont vous exiger des fois de préfinancer la fourniture de services ou la fourniture des produits et vous aurez besoin d'avoir voilà, une trésorerie qui pourra euh, absorber cette demande. Alors, des fois, c'est aussi très challenging d'avoir de l'argent pour répondre aux appels d'offres de l'air et c'est parce que des fois, ils ont des mining. Des fois, on va vous demander de préfinancer à hauteur de 100 000 dollars. Vous êtes une jeune start-up qui fait à peine 1 000 dollars là. C'est vrai, c'est assez complexe. Donc, même si vous allez vers une banque avec votre bon de commande et vous voulez avoir un financement, les banques ne risquent pas sur ça. Vous allez au FOGEC avec votre bon de commande. Le FOGEC a une liste et chaque année, il y a des cohortes, donc ils ne peuvent pas automatiquement vous donner de l'argent. Donc, du point de vue ARSP, c'est aussi beaucoup de challenges. Il faut être très fort financièrement pour affronter la sous-traitance en matière de tech. Parce que c'est pas moins de... Bon, je prends le cas récemment, il y avait une compagnie minière qui était en train de rechercher des licences, rien que des licences de AutoCAD, parce qu'ils utilisent cet outil-là pour développer leurs usines et tout ça. Mais ces licences, mais ils ont donné des exigences telles que c'est vraiment pratiquement impossible qu'une start-up congolaise, n'étant pas informée de ça, puisse répondre à ce marché, bien que les licences, vous pouvez les acheter en gros et les revendre au détail, mais vous dites que vous devriez être un revendeur agréé. Ouais, et pour devenir revendeur agréé, lorsque je vais voir l'ensemble des exigences derrière, mais c'est toute une procédure qui prend des mois. Et aussi, il faut avoir les finances nécessaires. Il faut avoir des serveurs qui sont sécurisés pour héberger les licences et tout ça. Donc, c'est des challenges que, côté business, que les startups, en fait, les startups congolaises ne sont pas au courant de tout ça. Moi, ce que je pourrais donner comme recommandation, c'est euh, de voir un peu au niveau des différents incubateurs qui sont en train de naître. Parce qu'au sein de ces incubateurs, c'est très possible de trouver des fonds d'amorçage qui peuvent vous permettre de couvrir vos besoins en fonds de roulement sur une année. Euh, des fonds de 10 000, 20 000, il y en a. Et si vous êtes vraiment patient et que vous faites accompagner par l'incubateur, vous pouvez aller jusque à développer une traction et à tirer 100 000 dollars, 200 000 dollars, et ainsi de suite. Et ces fonds ça vient généralement de l'étranger. Et au Congo, vous ne trouverez pas vraiment de ce genre de fonds. Peut-être l'incubateur où actuellement je suis en train de faire la coordination. Des fois, nous avons des fonds que nous donnons aux startups. Euh, bon, je ne sais pas si on est à combien, mais maintenant nous sommes très débordés parce que on ne fait que nous demander de l'argent, mais on veut maintenant développer des programmes au sein des universités pour voir dans quelle mesure on peut préfinancer l'innovation au sein des universités qui ont par exemple bon, je ne fais pas la pub, hein, désolé, mais c'est juste pour dire qu'il y a la possibilité vraiment de trouver aussi des moyens localement
et un accompagnement sur mesure pour permettre à l'écosystème de se développer. Donc, on pourrait certainement discuter voilà, à d'autres occasions. Voilà ce que je pouvais ajouter à ce que M. Patrick a dit. Merci beaucoup, M. Rudy. Merci beaucoup, M. Patrick, et merci beaucoup à M. Richard. Le webinaire n'a été très long et on a pratiquement fait 1 heure et plus, presque 2 heures. Je tiens à vous remercier pour votre participation active à ces webinaires. Comme soulevé par M. Rudy, par M. Patrick ou encore par M. Richard, ce webinaire vise justement ce partage d'informations. Quelqu'un peut tirer juste un petit point de quelque chose et ça peut décanter une situation dans ses échanges quotidiens de son entreprise. Merci beaucoup à tous. Nous allons nous arrêter par là et nous retrouver le dimanche prochain pour un autre webinaire. Monsieur Richard, particulièrement, je tiens à vous remercier pour le temps accordé après beaucoup de discussions. Merci. Merci beaucoup et je souhaite une excellente soirée à tout le monde. Merci beaucoup. Merci.